voilà. Beaucoup de questions. Voilà, On va bon, commencer. tout le monde arrive. Ouais. Alors on va commencer par les questions que vous nous avez posées. Après, vous pourrez poser vos questions, on échangera, on va faire ça tranquillement, on va prendre le temps. Même si ce n'est pas votre question, prenez le temps d'écouter, je pense que ça répondra. Il y a des questions qui sont posées, je pense, qui feront résonance avec ce que vous vivez sans doute aussi. Donc, moi je propose qu'on y aille. Oui. Hein. Donc, Laurence qui pose la question au sujet des relations. Comment amener l'autre à exprimer ses émotions pour mieux le comprendre ou apprécier ce qu'il ressent ou au contraire savoir si quelque chose ne va pas? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi, moi, ma motivation par rapport à l'autre? Qu'est-ce que je veux exactement? Et il y a une démarche de fond qui doit être faite, qui est très importante. Et là, je cite Dalai Lama, que je cite souvent, mais je pense qu'il a tout à fait raison et ça se vérifie. La première chose à faire, c'est d'abord comment dire, il dit, ce qui est important, c'est que nos relations soient construites avec l'amour et la compassion en toile de fond. Et il faut bien faire la distinction, ça c'est très important, bien faire la distinction, je le répète souvent, entre les manifestations affectives et l'amour inconditionnel et la compassion. Je vais revenir là-dessus, et je vous l'ai déjà répété, mais je pense que c'est indispensable, c'est vraiment d'arriver à voir l'autre comme un individu à part entière, et non pas comme mon mari, ma femme, etc. Il faut avoir ce recul, ce détachement, pour se dire que qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Que la relation évolue dans un sens positif, parce que si vous arrivez à considérer votre relation comme vous êtes tous les deux co-créateurs de la relation. Et ce qui importe, c'est ce que vous allez mettre ensemble dans la relation. Ce n'est pas ce que vous allez obtenir. C'est ce que vous allez mettre ensemble dans la relation pour qu'elle soit plus constructive. Et lorsque vous voyez justement que des choses ne sont pas très heureuses, ne sont pas très positives, c'est bien effectivement de pouvoir en discuter avec l'autre et de dire, mais écoute, moi j'aimerais qu'on puisse avoir échangé parce que j'ai pas envie d'avoir ce genre de rapport avec toi, j'ai envie d'avoir avec toi une relation constructive à travers laquelle on apprend. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous, de votre côté, c'est vraiment de pratiquer et d'arriver avoir le détachement suffisant. Ça vous permettra de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer vos sentiments par rapport à l'autre, de façon à pouvoir agir de façon appropriée. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et comme je viens de le dire d'ailleurs, c'est vraiment de se dire, on est toujours considéré, on est à deux dans la relation. L'autre, c'est un peu comme une partie de tennis, il faut que les deux soient autant impliqués et autant de plaisir pour justement faire en sorte que la relation... Parce que souvent on voit dans des relations, il y en a toujours un qui a tendance à porter la relation. Et c'est lui qui construit la relation, en fait, là. Et l'autre finalement se laisse porter parfois. Donc c'est très important d'amener la relation à ça. Mais et je vais venir sur un autre point qui est très important, la relation, elle doit d'abord exister en vous. J'ai envie de dire, c'est comme n'importe quel objectif. Hein. Il faut savoir clairement ce que vous désirez. Et dans la communication, c'est pareil d'ailleurs. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez lorsque vous vous exprimez? Souvent, on ne se pose pas la question, parce qu'on fait comme ça du tac au tac. Mais c'est très important, parce qu'on a un objectif quand on communique. On a une aspiration. On espère montrer quelque chose, amener une prise de conscience, etc., qui va participer à l'évolution de la relation. Et sur ce plan-là, moi je vous recommande un livre magnifique de Scott Peck, il s'appelle Les chemins les moins empruntés, je crois que c'est ça. Oui, ça doit être, en tout cas, taper Scott Peck, vous verrez, je crois que c'est tout à fait ça. Je crois que Loïc, tu as ce livre, je te l'ai prêté. Si tu as le titre, tu peux le mettre. Je crois que c'est ça. Hein, ça doit être les chemins les moins empruntés. Et il est magnifique, ça traite vraiment de la relation. Voilà. Ensuite. Patricia, j'aimerais beaucoup savoir comment vous interprétez l'équanimité. Je ne l'interprète pas, je la pratique. Alors, équanimité, ça veut dire une attitude égale à l'égard de tous les êtres. Ça veut dire que, même par rapport à vous-même, vous pouvez avoir une attitude d'équanimité. Par exemple, vous avez des pensées positives qui s'élèvent,
vous les accueillez, mais vous vous y attachez pas plus que ça, ça fait partie de vous, c'est très bien, c'est plutôt agréable quand ça se manifeste, mais vous avez des pensées négatives aussi qui s'élèvent, et vous les acceptez de la même façon. Ça, c'est, vous avez une attitude d'équanimité à l'égard de vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Et la pratique, vous avez d'ailleurs dans le cycle 2, la pratique de l'équanimité des sentiments, c'est de reconnaître que tous les êtres, quels qu'ils soient, que je les aime ou non, ont droit au bonheur. Ils ont le droit de réaliser ce bonheur, dans la mesure où ils réunissent les causes et les conditions qui vont participer au bonheur, ils ont droit au bonheur. Donc je peux considérer que même mon ami, la personne que j'aime le plus au monde, a le droit d'être heureuse, et la personne, le boulanger du coin, etc., il a tout à fait le droit aussi d'être heureux. Mais nous, on a tendance à dire, il a fait de bonnes choses dans sa vie, il a été gentil, etc., donc lui, il a droit au bonheur. Celui-là, il n'a pas droit, c'est un méchant, il n'a pas été gentil. Et on peut arriver justement dans la pratique de l'équanimité, non pas d'excuser toutes les bêtises, les attitudes même cruelles que peuvent avoir certaines personnes, mais c'est de se dire, si cette personne elle réalise les causes du bonheur, elle ne sera plus destructrice. Donc sur cette base, sur ce point de vue, on va vraiment pouvoir lui souhaiter d'être heureuse. Donc là, on peut dire qu'on a une attitude d'équanimité. Voilà, autrement dit, une attitude impartiale. Geneviève pose la question suivante. Comment se défaire des traces qui restent des humiliations, mensonges, trahisons, bref, de certains souvenirs qui remontent sans le vouloir et qui serrent encore le ventre et la gorge? Là, je recommanderais... alors, il y a toujours cette étape de l'acceptation et de pratiquer les antidotes. C'est très important. Quand vous rencontrez une difficulté, et là vous avez la pratique, notamment dans le cycle 2, de la suggestion, de la visualisation, de l'imagerie mentale, c'est de faire exister ce que vous voulez. Et je pense que comme justement il y a eu une relation difficile avec, semble-t-il, des trahisons, mais comme tu emploies encore le terme trahison, effectivement ça veut dire que tu ne t'es toujours pas détaché justement de cette personne. Il y a plusieurs choses en fait que tu peux faire. Comme je viens de le dire, c'est exactement comme dans le couple, cette personne, c'est d'essayer justement d'avoir cette attitude d'équanimité. Même, je sais bien, ça peut être très difficile, mais c'est au moins de tendre vers. Et si, lorsque tu es le mieux disposé, le plus disponible possible, essaie de te détacher suffisamment, de voir cette personne, même qu'il a participé à ta souffrance, mais d'arriver à se dire, voilà, si il avait été libre de ses obscurcissements mentaux, il n'aurait pas eu ce comportement, il n'aurait pas eu un comportement malfaisant à mon égard, et donc de ce point de vue-là, je peux vraiment lui souhaiter justement de se libérer. Donc ça c'est la compassion, de se libérer de cette tendance destructrice, etc. Et de le faire de la manière la plus authentique. Ça va avoir pour effet, toi, de changer ton rapport avec l'autre. C'est-à-dire que l'homme que tu voyais comme justement un pervers narcissique, quelqu'un de... quelque part, tu ne l'as pas rencontré par hasard, c'est forcément parce qu'il y a un manque d'estime de toi-même, etc. Donc tu dois construire cette estime de toi. Donc c'est là où ça peut t'aider à changer le rapport que tu peux avoir avec l'homme. C'est-à-dire de ne plus voir... je vais te donner un exemple. J'en parle dans le livre Comment utiliser pleinement votre potentiel. J'avais une amie qui est venue me voir et qui avait un patron tyrannique. Et il en avait assez. Et ça faisait déjà, elle avait changé de poste et elle s'est retrouvée à nouveau avec un supérieur hiérarchique très tyrannique. Et elle vient me voir, elle me dit, mais est-ce que tu as un conseil à me donner? Je dis oui, mais je ne suis pas sûr que tu vas aimer ce que je vais te dire. Elle me dit, si, je prends. Mais je lui dis, il faut que tu aimes cette personne. Elle s'est vraiment fâchée, elle s'est vraiment énervée sur le moment. Je lui dis, tu ne comprends pas. En fait, tu es prisonnière, en fait, de la relation supérieure-subordonnée. Toi, tu es subordonné, tu es supérieur, ou patron, ou ce que vous voulez. Et je lui dis, il faut que tu arrives, en fait, à humaniser, en fait, ton rapport avec l'autre. Et donc, je lui ai dit, essaie de l'imaginer, cette personne, chez lui, peut-être que c'est un bon père de famille, peut-être qu'il aime sa femme, etc., etc. Et puis, je lui dis, sur ce plan-là, tu vas essayer non plus de voir le patron, le supérieur, d'arriver vraiment à te détacher, et d'avoir un rapport plus humain avec lui. Et puis comme elle était en arrêt de travail, donc elle en a profité, elle n'était pas en contact avec lui, donc elle a pratiqué dans ce sens. Alors, au début c'était un petit peu difficile, parce que me dit, moi j'avais plutôt de la colère, parce que j'en ai marre qu'il soit tyrannique comme ça avec moi.
Mais il a pratiqué. Et elle a pratiqué, puis au bout d'un moment, elle a commencé. Alors, et pour s'aider, elle a imaginé, elle m'a dit, je l'ai imaginé quand il était petit, quand il était enfant. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire. Toutes les étapes qui l'ont amené à devenir ce qu'il est devenu. Et donc, elle a commencé à s'amuser. Elle m'a dit, je vais commencer à aimer l'enfant qu'il a été, l'adolescent, etc. Et puis, ça m'a permis, en fait, de plus le voir tout à fait de la même façon. Et de le voir, effectivement, peut-être devenu prisonnier de ses tendances négatives. Donc, elle a dit, j'ai commencé vraiment à me détacher. Et puis quand elle est allée à son travail, bon, je vous laisse, c'est dans le livre, hein, elle l'a vu tout à fait différemment. Et il y a quelque chose, et c'est rigolo parce qu'elle a demandé un entretien avec lui, et puis en fait finalement les choses ont complètement changé. Et c'est rigolo parce que il y a eu quelque chose qui a fait que lui, il n'arrivait plus à projeter sur elle, ça marchait plus, parce qu'elle ne le voyait plus, elle ne se laissait plus elle était plus prisonnière en fait de ce rapport justement supérieur-inférieur. Et dans ce genre de relation, justement, c'est important d'arriver à retrouver justement ce rapport plus humain avec l'homme. Parce que, comme tu dis, il y a des traces encore avec toi, en toi, et tu risquerais de te retrouver dans la même situation. Parce que, comme on dit, on reprend son histoire là où on l'a laissée. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire, et ça c'est vrai pour tout ce que vous voulez doit d'abord exister en vous. Le rapport harmonieux, aimant, chaleureux avec l'autre doit d'abord exister en vous. C'est les traces de notre histoire, de notre passé, de notre éducation, tout ce que vous voulez, le rapport, enfin, mais c'est pas important, ça sert strictement à rien, ça de faire une psychanalyse là-dessus, c'est de se dire maintenant comment je construis une relation. Et c'est pour ça que c'est important de clarifier ce que vous voulez maintenant pour le faire exister en vous. Et puis, moi, je t'invite à justement utiliser l'autosuggestion pour faire des petites suggestions sympathiques. Et je te donne une très jolie phrase. Parce que je m'aime, je m'autorise à avoir une relation heureuse et harmonieuse avec l'autre ou avec l'homme, comme tu veux. Et pour les hommes, vous faites la même chose. Voilà. Et puis tu pratiques, et petit à petit, ça va prendre le pas sur le reste. Vraiment, c'est extraordinaire. J'arrête pas de le dire, mais vous avez, avec ces 3 cycles, vous avez vraiment des outils absolument fantastiques si vous les mettez en application. Mettez-les vraiment en application. Appliquez, 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 appliquez. Et amusez-vous à les retourner dans tous les sens, à les essayer, voilà, et vous allez voir, vraiment, ça va changer votre vie. Dan, le coronavirus est passé dans sa famille avec au moins un cas dans son foyer. Donc beaucoup d'inquiétudes et je renoue avec un état d'hyperventilation qui m'a beaucoup perturbée jusqu'à l'âge de 20 ans. Les exercices de respiration abdominale pourtant si efficaces en temps normal amplifient les sensations liées à cet état. D'où l'apparition d'angoisse qui me plonge dans un cercle vicieux. Lors de ces séances, je me concentre donc plus sur les points d'ancrage et de contact ou externes, et il me semble que cela me permet de mieux gérer les symptômes au moment de crise. Aurais-tu des recommandations spécifiques à cette situation ? Je crois que tu as déjà trouvé par toi-même une bonne façon de procéder. Alors la question est de savoir, effectivement, tu revis des crises. Ça veut dire que sur le fond, de toute façon, ces crises ne sont pas réellement traitées, ne sont pas réellement réglées. Là, c'est pareil, c'est toujours faites exister en vous ce que vous voulez voir se manifester. C'est-à-dire une personne en paix, équilibrée, heureuse, en harmonie, en paix, etc. Et la faire revenir le plus souvent possible pour qu'elle vienne. Et évidemment, et continue à pratiquer. En as-tu profité pour accueillir ton invité coronavirus ? C'était une blague, hein. Mais c'est très important. Je vais vous raconter, et ça va rester vraiment entre nous. Je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. J'ai été 2 fois atteint de la maladie de Lyme. La première fois, j'ai pris un traitement par antibiotique. Et comme vous le savez, ça ne guérit pas, ça met en sommeil. Et puis, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, c'était il y a quelques années, j'ai chopé à nouveau le Lyme. Je me suis fait... et Rinpoche m'avait dit une chose, quand tu as un problème, aime le problème, aime la personne qui a causé le problème, et toi tu t'aimes aussi.
Et puis j'ai réentendu aussi de la part d'une amie qui faisait des décadages biologiques, elle m'a dit, si tu pratiques l'amour, tu modifies le niveau vibratoire dans lequel tu es, et ça peut t'amener à la guérison. Je lui ai dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et en fait, j'ai refusé la prise d'antibiotiques parce que ça flingue la santé aussi, je voulais pas trop abuser. Mais par contre, ne suivez pas ce que j'ai fait. Hein. C'est pas moi, je n'aime pas ce que vous le fassiez. Je vous donne à titre d'information ce qui m'est arrivé. Mais ça, comment dire, ça donne des éléments quand même intéressants. J'étais d'ailleurs, je me trouvais en Auvergne quand ça m'est arrivé. Et j'ai eu les premiers symptômes, je les ai tout de suite identifiés, les premiers symptômes de Lyme, atonie musculaire, système nerveux qui ne fonctionnait plus de la même façon, trop de mémoire, etc. Enfin bon, bref, tout le bazar, des fatigues incontrôlées. Enfin, je me suis dit, ça y est, je suis reparti. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends mes antibiotiques, je les prends pas. Bon, je les ai gardés sous le coude. Je me suis dit, si vraiment ça va pas, je prends mes antibiotiques. Mais j'ai pratiqué. Et en fait, je me suis mis vraiment en état de disponibilité et j'ai pensé à ce Lyme. J'ai pensé à la tique, j'ai pensé au... c'est une bactérie, la borréliose, qui se balade dans le sang. Et j'ai vraiment mis tout mon amour, vraiment, avec... et je me suis aimé, moi, j'ai vraiment appliqué. Et j'ai fait ça pendant toute une semaine. Et puis ça avait l'air d'aller mieux. Je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que j'aille vérifier. Puis les mois sont passés, j'ai un peu oublié. Et puis à un moment, j'avais des symptômes un petit peu suspects. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller faire une prise de sang. Et puis j'ai demandé à personne si j'avais toujours le Lyme. Et il me dit, non, ben non, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune trace de Lyme, il n'y a plus rien du tout, alors que, effectivement, je l'avais chopé. Donc, alors, vous allez me dire, bon, c'est un peu miraculeux. Je dirais oui et non, parce que maintenant qu'il y a des travaux maintenant en médecine où ils commencent à s'intéresser au traitement par les ondes, et je me dis, si nous-mêmes, on peut modifier justement notre niveau vibratoire, et entre autres par des énergies comme l'amour, mais encore une fois, ce n'est pas un amour affectif, il faut vraiment arriver à être complètement détaché. Et la première chose que vous devez faire, c'est de vous détacher de la peur, de la réaction, etc. Donc, et quelle est la meilleure façon de le faire? C'est de l'accepter. Quand vous avez une peur qui vous traverse, laissez-la vous traverser. Méditez sur la permanence, de toute façon ça ne va pas durer, ça ne restera pas dans le champ de conscience, et plus vous acceptez vos émotions, et notamment vos émotions négatives, moins elles arriveront à vous tirer vers le bas. Et plus vous les accepterez, après ça vous faites, et seulement après, une fois que vous avez bien accepté, là vous pouvez pratiquer l'amour et la compassion. Donc voilà. Donc les tics sont mes amis maintenant. Mais bon, je fais attention quand même. Hein. Maintenant, je mets des bottes en caoutchouc assez hautes. Véronique, bonjour Bruno. Dans ma pratique, je répète mentalement ce que dit Bruno l'Allemand pendant la méditation guidée. Faut-il procéder ainsi? Non, Véronique, c'est pas ce qui est indiqué. Le but de la pratique, surtout au niveau du premier cycle, là on peut faire de suggestion, mais ça c'est proposé dans le cycle 2, le but de la pratique c'est d'éveiller l'attention, et on parle d'attention focalisée. Focalisée parce qu'on est attentif au corps. Et c'est de l'attention, c'est pas de la concentration. Et il y a une grande différence. Quand vous êtes concentré, vous êtes focalisé, vous êtes tendu, et vous voulez ne penser qu'à ça. Alors que dans l'attention, il y a une attention ouverte. On prête de l'attention et on reste détendu. Donc vous prêtez de l'attention à votre front, à votre visage, à vos bras, etc. Puis vous parcourez votre corps à la découverte. Mais si vous répétez des suggestions, en vous disant « je détends mon bras », etc., vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe en vous. Et encore une fois, le but, c'est pas de se détendre non plus. Le but, je le répète, c'est d'éveiller l'attention, d'apprendre, c'est de développer cette présence à vous-même. Donc Dan, bonjour Dan, que je connais aussi, pose la question suivante. Donc il a expliqué, je prends la question. Oui, vous l'avez de toute façon sur le truc. Je viens de prendre conscience que lorsque je parle, j'ai toujours besoin de me justifier dans mes propos. Pourquoi ? Également, j'ai toujours besoin de me faire valider mes choix d'action par autrui. C'est dingue. Comment être pleinement soi-même avec de tels comportements récurrents? Ben oui, parce que, à mon avis, tu dois avoir un grand sens du devoir, tu te sens, tu as l'impression que tu dois toujours quelque chose à quelqu'un. Donc la première chose, c'est de se débarrasser de ça, et tu peux, parce que je m'aime, comment dire, on va dire, je m'accorde de m'exprimer librement
tel que j'en ai envie. Voilà. Puis tu peux formuler à ta façon. Voilà. Mais amusez-vous avec cette phrase, elle est extraordinaire. Hein. Parce que je m'aime, ça va vous apprendre à vous aimer un peu plus, à vous respecter le soir avant de dormir. Faites-vous des petites suggestions comme ça. Parce que je m'aime, je m'accorde d'avoir un travail épanouissant, par exemple. Parce que je m'aime, je m'accorde d'avoir des relations heureuses, épanouissantes, avec des gens bienveillants, etc. C'est une bonne façon de faire exister ce que vous voulez dans votre vie. Et Dan, je te dirais, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne, même pas à toi-même. Toi, tu ne dois rien du tout. Tu es libre. Tu es un être libre et tu es libre de faire ce que tu veux et tu n'es pas obligé justement de donner des justifications à ce que tu fais. Sauf lorsque c'est nécessaire, c'est différent. Si c'est dans le but d'expliquer à une personne, parce que ça peut l'aider à mieux comprendre, etc., ça, c'est très différent. Mais par contre, se justifier parce qu'on se sent pris en défaut, on a l'impression qu'on doit... Voilà, l'autre, tu lui dois rien. Mia Coel, donc elle nous explique qu'elle est au cycle 2. Et là, avec le confinement, tout d'un coup, je me suis retrouvée face à moi-même, mais je n'accepte toujours pas la mort de mon mari. Il y a une amélioration, et cela grâce à vos conseils et la méditation m'apporte beaucoup. Il n'y a pas de questions à proprement parler, peut-être que, voilà, avec le confinement, elle s'est retrouvée face à elle-même. Tu as une étape de deuil à faire, hein. Ça prend du temps, c'est plus ou moins long selon les personnes, mais avec la pratique, petit à petit, avec le temps faisant, tout ça va s'apaiser. Et là, c'est pareil, je pense que tu dois aussi avoir vraiment de l'amour pour toi-même. Et là, c'est pareil, parce que je m'aime, je me donne une vie, une bonne vie. Alors, farine sans gros mots. Il faut, c'est extraordinaire, farine sans gros mots. Le pseudo est Fantastique. super top. Par contre, si tu peux mettre ton prénom, on serait ravis de savoir qui tu es. J'ai juste une petite question sur la technique de contraction de tout le corps en début d'exercice, leçon 1 du cycle 1. Je le fais, mais je me demande le pourquoi de cette technique. Pourquoi pas ? La question, c'est que ça fait du bien. Alors, ça repose sur les travaux d'Edmund Jacobson, qui a étudié la relaxation pendant plus de 40 ans. Et il avait codifié d'ailleurs une méthode qui consistait à tendre, relâcher, tendre, relâcher. Bon, c'était une vraie gymnastique. Parce qu'en fait, il explique un truc qui est très important, c'est que lorsque vous contractez un muscle, vous tendez le muscle, lorsque vous relâchez, en fait, vous revenez pas, le muscle ne revient pas à sa position initiale. Il y a un abaissement du tonus musculaire de repos. Parce qu'en fait, quand vous faites rien, vous avez l'impression comme ça, vous ne faites plus rien, que vos muscles sont relâchés. En fait, il y a une tension résiduelle qu'on appelle tonus musculaire de repos. Et lorsque vous contractez le muscle et que vous le relâchez, eh bien, ça revient à la position initiale, mais en fait, ça va beaucoup plus bas. Et ça abaisse le tonus musculaire de repos. C'est pour ça que quand vous faites du sport, par exemple, vous vous sentez vraiment complètement relax, complètement relâché. Et au bout d'un moment, ça revient, le tonus musculaire de repos revient, tout simplement. Donc, pour préparer une pratique, c'est un bon truc, justement, de se tendre un bon coup et tout relâcher, comme ça permet d'évacuer les tensions aussi. Joël, j'ai expliqué à plusieurs personnes comment se passaient les méditations. Et de suite, on m'a répondu que je ne méditais pas, que je faisais de la relaxation, car la vraie méditation se fait en position de lotus ou en tailleur. J'ai essayé de leur expliquer, mais en vain. Donc pourriez-vous me dire ou m'expliquer la différence de la méditation allongée ou assise, mis à part la position évidemment. Bon, je suis en cours niveau 1, peut-être que dans les autres cours, vous passez à une autre position. Alors, Joël, je te répondrai d'abord comme un Dan, tu ne dois rien à personne, et ce que les autres pensent, on s'en fiche complètement. Et je répondrai, comme disait Dalai Lama, la bonne pratique, c'est celle qui marche. Et c'est ça le plus important. Et je citerai de nombreux auteurs comme, comment il s'appelle, d'ailleurs je n'ai plus son nom en tête, Sri Aurobindo pratiquait sur une chaise, et on a plein de grands noms comme ça qui pratiquaient la méditation sur une chaise. Donc on peut pratiquer assis, on peut pratiquer, d'ailleurs tu pourras leur dire, est-ce que lorsque je suis assis, ou ma nature, ma vraie nature est différente que lorsque je suis allongé. Lorsque je suis allongé, est-ce que ça change ma vraie nature ? Ou est-ce qu'il faut être absolument assis pour que ma vraie nature se manifeste ? Alors ça fait partie des gens puristes. Voilà.
sont des gens qui sont très puristes. On leur a appris un truc et ils obéissent bêtement comme des petits soldats. On leur a dit ça se pratique assis, ça se met en lotus, etc. C'est ridicule. Voilà, tu peux leur dire, c'est complètement ridicule parce qu'il y a... Dis-leur, justement, réponds-leur, Dalai Lama a dit que la bonne pratique, c'est celle qui marche. Ils n'ont quand même pas désavoué Dalai Lama, parce qu'il a quand même fait la preuve que son entraînement à la compassion marche plutôt bien. Donc, et tu leur rappelleras aussi que dans la pratique bouddhiste, il y a le Bouddha couché aussi. Il y en a pas mal qui ont oublié. Alors je sais que, par exemple, Mathieu Ricard est plutôt un traditionnaliste, et qu'il dit qu'il faut pratiquer assis, etc. Très bien, mais je pense, encore une fois, moi je me méfie des règles, parce que c'est... je crois que tout est résumé en fait dans la phrase, la bonne pratique c'est celle qui marche. La question est de savoir, est-ce que ta vie change? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens plus détendu de manière générale? Est-ce que tu as l'esprit le plus ouvert? Voilà, c'est tout ce qui compte. Moi j'ai eu des pratiquants zen, une nonne zen qui est venue dans mes cours, elle, avec tout le rituel, etc., du zen, etc. Puis au début, bon, elle était un peu réfractaire à la position. Alors j'ai dit, écoute, essayez, et ensuite vous direz. Elle a fait tous les cycles. Elle est repartie émerveillée. Elle m'a dit, alors là, maintenant je sais ce que c'est que le zen, j'ai compris l'esprit du zen, je comprends mieux. Elle m'a dit, en fait, sans le savoir, vous faites du zen. Mais je dis, oui, je sais. Mais l'idée de se respecter aussi. Voilà. Et puis, il y a cette notion de se dire, surtout en Occident, on est déjà coincé, rigide, etc. Le fait de s'allonger, c'est une façon de se dire, bon, je m'accorde de me laisser aller. Et bien sûr, dans les cycles suivants, on vous invite à pratiquer assis. Mais même maintenant, vous pouvez pratiquer assis, mais vous n'êtes pas obligé de faire un lotus, de machin. Et d'autant plus que on en revient, on est en contact avec un médecin chinois, et vraiment, et c'est une pointure. Il a dit, cette position est de plus en plus remise en question parce qu'elle crée des pathologies, du dos notamment, et on a des gens qui se tapent des sciatiques, des machins, etc. Parce que nous, on n'est pas nés avec cette position. Eux, ça fait des millénaires en Orient qui pratiquent avec cette posture. Et là, et en plus, ça commence à changer même dans les écoles elles-mêmes. Donc, voilà. Dès que ça devient trop absolu comme ça, c'est des gens qui veulent absolument, on leur a dit un truc, ils remettent rien en question. Et je rappelle encore une fois, vraiment cette phrase de Bouddha. Bouddha a dit, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Se contenter de croire ou d'adhérer, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental, c'est pas la bonne solution. Le but, c'est vraiment de voir, de faire ces expériences et d'aller voir par soi-même. C'est bon. Oui. Sylvie, en général, prendre de la distance avec une personne avec qui la relation n'est pas épanouissante, après avoir exprimé son ressenti avec égard, est-il une attitude saine pour les deux parties, contrairement au jugement non constructif? Ah bah bien sûr. Le contact avec elle est toujours possible en prenant du recul et sachant trier ce qui est pour acceptable ou non. Oui. Mais la relation, c'est toujours... l'amour, ça se construit au fur et à mesure. On apprend à se découvrir, on apprend à s'ajuster, de voir comment l'autre il est. Je reprends notre exemple de la partie de tennis. Si vous jouez avec quelqu'un au tennis qui aime le tennis, déjà ça va être quand même plus agréable, mais lui aussi il aura sa façon de jouer. Et d'un joueur à l'autre, on ne va pas jouer de la même façon, on va devoir s'adapter, etc. Par contre, si ça demande quand même beaucoup d'efforts pour s'adapter à l'autre, il y a un moment ça commence à devenir épuisant. C'est quand même... pour moi, avoir une relation heureuse, c'est pouvoir se détendre avec l'autre. C'est pouvoir... il doit y avoir de l'humour, il doit y avoir de l'amour, il doit y avoir de la tendresse, et puis il y a des moments un peu plus sérieux, etc. Mais comme disait Mathieu Ricard, et je suis assez d'accord avec lui, lorsque la somme des souffrances que l'on vit quand on est ensemble commence à supplanter la somme des plaisirs qu'on a à être ensemble, il vaut mieux arrêter, parce que le but, c'est le bonheur, il ne faut pas l'oublier. Donc, bien sûr, le jugement, c'est complètement inapproprié, se juger sans arrêt, critiquer l'autre, etc. C'est pas. D'ailleurs, je dis souvent, dans une relation, vous avez deux choses. Soit vous essayez d'avoir raison, donc l'autre aura forcément tort, et personne n'aime avoir tort, et pas plus vous qu'un autre, ou vous cherchez à avoir des résultats. Et là, c'est complètement différent, parce que vous allez vous positionner différemment en vous disant, voilà, quelle est la meilleure façon de communiquer avec l'autre. Et là, on va parler de communication bienveillante, puisque mon but, c'est
de rendre la relation heureuse, constructive, autant pour moi que pour l'autre. Valérie, j'en suis à la fin de la semaine 3, niveau 1, pacification du mental. Et ce matin, en refaisant l'exercice seul avant de me lever, j'ai eu un geste incontrôlé de ma main droite. J'ai eu une pensée et avant même que j'en prenne conscience, ma main droite a donc fait un geste pour la chasser. Ce geste m'a vivement surprise et c'est là que j'ai pris conscience qu'il chassait une pensée. Une connexion est-elle en train de s'établir entre mon esprit et mon corps? C'est possible, tout est possible. Je pense que le plus important, comme je dis, c'est ce que ça opère dans votre vie. Est-ce que vous voyez des changements? Est-ce que vous vous sentez plus ouvert, plus détendu avec les autres? Est-ce que vous êtes plus enclin à créer du bonheur? Il y aura certainement plein de choses qui vont se passer, des choses qui vont se manifester dans votre vie, aussi bien au niveau du corps, au niveau du psychisme. Vous pourriez même avoir des phénomènes un peu surprenants, mais pas d'attachement. Les choses arrivent, il y a des choses qui se passent comme ça. Monique, deuxième leçon du cycle 3. Consciemment, je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de la souffrance physique ou de la déchéance due à la vieillesse qui accompagne souvent ce passage. Alors inconsciemment, je pense que j'ai toujours peur de la mort. Comment travailler cet état? D'abord, oui, en effet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas peur de la mort. Mais quand je vois la vie qu'ils ont, j'ai des doutes. C'est à moins d'être un être accompli, réalisé, et encore, parce que même moi qui ai fréquenté beaucoup de sages, ils le disent tous, c'est pas si facile que ça de mourir. Vous savez, quand vous allez mourir, vous allez quitter vos proches, vous allez quitter vos biens, vous allez quitter, c'est vraiment le détachement total. Donc on lâche tout. Et puis il y a surtout ce qui va se passer, et c'est ce qui fait, et on le sait, et pour ceux qui ont vécu des expériences de proximité de la mort, il y a une grande revue de la vie, on voit tout ce qu'on a vécu, avec tous les regrets que ça va réveiller, et on voit comment on aurait pu vivre aussi. Sauf qu'au moment de la mort, c'est un petit peu tard pour y penser. Donc effectivement, il y a toute la souffrance, pas seulement physique, mais psychique, etc. Donc il y a toute une préparation. Les bouddhistes ont deux méditations. C'est de méditer sur l'incertitude du moment de la mort, puisqu'on ne sait pas à quel moment on va mourir, et sur la certitude qu'on va mourir. On n'a pas le choix. Et ça crée une espèce de caractère d'urgence où on se rend compte qu'on n'a pas le temps. Et donc ça nous permet de nous préparer à mourir, parce que ça va arriver, et comme disait un sage, nous sommes tous en train de mourir. À chaque seconde, chaque fraction, en fait, on est en train de mourir. On tend chaque fois, dès la naissance. C'est pas une, comment dire, une courbe comme ça, puis déclinante. En fait, on est déjà en train de mourir dès l'instant on est né. Et donc c'est une... il y a des cellules mortes, etc. Il y a des transformations, des changements. On est tout le temps en train de vivre un processus. Et un sage disait que nos échecs, nos deuils, nos séparations, etc., sont autant d'expériences qui nous préparent, sont autant de petites morts qui nous préparent justement à la grande mort. Comme ça, et on voit d'ailleurs ceux qui ont des vies assez chaotiques, douloureuses, difficiles. Moi, je l'ai vécu, puisque comme j'ai fait de l'accompagnement aux mourants, c'est des gens qui meurent en paix. Ils sont vraiment... alors que les gens qui ont eu des facilités, etc., sont protégés de tous les coups durs, etc., ils ont été hyper protégés, mais ils flippent. Hein. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Donc, voilà. Mais comme disait Dalai Lama, pourquoi m'inquiéter d'une chose qui de toute façon va arriver, que je vais devoir vivre? Par contre, on peut s'y préparer. On peut s'y préparer justement, ne serait-ce que déjà en y pensant, sachant que ça va arriver, et puis de se sentir accueilli au moment de la mort. Il y a toute une démarche comme ça qu'on peut faire. Laissez les choses venir à vous et commencer justement à méditer à ce moment qui arrivera, ça arrivera de toute façon. On peut pas, personne n'y échappera, même pour les jeunes qui se disent bon, ça paraît encore loin, mais vraiment on n'y échappera pas. C'est un fait de la vie. Et ce qui se passe, c'est que quand on pratique sur ces deux aspects de la mort, c'est que eh bien, la vie devient beaucoup plus précieuse, parce qu'on se dit que justement, il n'y a pas de temps. C'est très éphémère, une vie. Bouddha disait toujours, c'est aussi éphémère qu'un éclair dans le ciel. Vous comparez aux 14 milliards d'années de l'univers, c'est peanuts. Hein, une vie, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Ça va passer tellement vite que... Gabriel,
J'ai profité du confinement pour débuter le cycle 1 pendant 5 semaines en mode apprentissage avec des hauts et des bas, mais toujours avec beaucoup de plaisir. Depuis 15 jours, j'ai repris le travail et là, il n'y a plus de cocon. La pression revient, mais n'est pas encore à son comble. J'appréhende le grand rush. Alors comment faire lorsqu'il faudra être sur tous les fronts, téléphone, accueil physique des clients et faire le travail de secrétariat en plus? Pour le moment, j'arrive à gérer et c'est pourquoi je pratique régulièrement. Je crains de me retrouver, pas comme avant avec tout ce que j'ai appris et que j'apprendrai encore submergée et stressée à nouveau. J'en suis à la leçon 7. Tu vois, ce qui est extraordinaire, c'est Geneviève, non, C'est Gabrielle, pardon. Gabriel, oui. Gabrielle, tu emploies un mot très fort quand même sur le front. Tu pars en guerre quand tu vas, quand tu vas à ton travail. Reviens. Tu pars en guerre quand tu vas à ton travail. Donc le problème, c'est que, alors comme tu as dit, tu t'es mis dans un cocon et tu t'es pas préparé à la rentrée. Moi, quand j'étais salarié, ce que je faisais, c'était justement à chacun de mes étés, je me préparais au contraire à la rentrée. Et pour justement, je faisais le bilan de l'année, je faisais le point, etc. Puis j'en profitais, puis je me suis dit, bon maintenant, je vais retourner à mon travail, j'aimerais le vivre autrement. Ce qui me permettait d'éviter d'entrer dans des réactions. Et pendant le confinement, ça aurait été, plutôt que de se mettre dans un cocon, c'est de se dire, bah tiens, je vais y penser, je vais me préparer justement mentalement à ce retour et de voir comment je peux gérer différemment les situations. Donc maintenant, tu vas entrer progressivement sans préparation. On va faire avec. Donc, et là, je t'encourage justement à pratiquer beaucoup plus, justement parce qu'il y aura beaucoup plus de stress. Mais je t'invite vraiment à changer ton rapport avec le travail, parce que tu peux faire, il y a cette association douloureuse où justement pour toi le travail est encore signe de pression, de difficulté, parce que tu veux être performante. Donc tu t'imposes un rythme, tu t'imposes des difficultés. Et tu vas me dire, oui mais c'est dans mon travail, c'est comme ça. Tu es dans ce travail, c'est pas par hasard. Et on voit, comme je le répète souvent, on met 10 personnes dans une même situation, on aura 10 réponses différentes, 10 réactions différentes, 10 perceptions différentes, 10 vécus différents. Tu peux demander à Nathalie, qui avant travaillait avec son ex, qui était dans les affaires aussi, et c'était le stress, la pression, il fallait être performant, l'hyperactivité, etc. Et elle m'a dit au début, c'était difficile pour elle, parce qu'elle me disait, mais j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances. Oui, quand j'ai commencé avec Voilà, vous. quand elle a commencé. Parce que je refuse la pression. Pour moi, il n'est pas question, je ne travaille pas sous pression. Pour moi, le but de la vie, c'est d'être heureux, c'est d'être en paix, et ça n'empêche pas, justement, parce nous, on a développé, et c'est vraiment un truc pourri qu'on a développé dans une culture, on pense qu'être stressé, c'est être performant. Ce qui est complètement faux, et d'autant plus que les études le démontrent. Être sous stress nous rend totalement beaucoup moins efficace. Parce que le cerveau s'oxygène moins, on ne voit plus les choses, on ne voit pas les erreurs arriver, on fait beaucoup plus d'erreurs, etc. Donc, et moi, je suis intervenu dans de très nombreuses entreprises, justement dans le cadre de la gestion du stress. Et c'est systématique. Et le stress, à 100%, c'est une pression qu'on s'impose. Elle ne vient pas de l'extérieur, en réalité. C'est une pression qu'on s'impose. C'est qu'on reçoit les ordres, les attentes, les autres, comme une pression. On n'a pas le recul. L'autre, il peut attendre. Il a ses attentes. Elles sont légitimes, elles sont normales, il a besoin d'un travail, etc. Et s'il te le demande en étant stressé, ça, c'est son problème. Ce n'est pas le tien. Mais toi, tu te charges du stress de l'autre aussi. Donc, alors comme tu as fait la pratique, maintenant je te recommande de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer et de pratiquer beaucoup. Et de te donner du temps et d'apprendre à te respecter et de commencer à changer ton rapport avec le travail. Et moi, ce que je te recommande de faire, c'est que quand tu vas rentrer d'une journée de travail, et avant qu'il y ait trop de stress, justement, tu rentres dans une journée de travail, tu te détends bien, tu laisses venir, tu te laisses traverser, je te recommande là de faire des respirations profondes abdominales, tu te laisses traverser par tout ce que tu as vécu, et tu vois ce que tu as vécu, et tu vois quelle réponse tu aurais pu donner autrement. Et puis petit à petit, d'apprendre à évacuer le stress, de se dire, je peux gérer ces situations tout à fait différemment. Je ne suis pas obligé de me mettre sous pression, justement, pour répondre à un coup de fil, je peux rester tranquille, je peux répondre très tranquillement, je peux répondre à une demande extérieure aussi, je peux rester très tranquille intérieurement, sans qu'il y ait du stress. Il y a des exigences du travail, certes, elles sont vraies. Et si tu découvres, en faisant ça, que finalement, peut-être que tu es dans un travail dans lequel tu n'es pas heureuse, tu t'épanouis pas, etc., eh bien, il est peut-être temps, justement, de reconsidérer ton avenir et de te dire peut-être que tu aspires à faire autre chose. Manon,
J'en suis à la deuxième leçon du niveau 1 et j'apprécie beaucoup. Depuis que je pratique les exercices, on dirait parfois que j'ai encore plus de pensées secondaires qu'avant. Je dois être vigilante pour ramener mon focus et du coup, je suis inquiète de tomber dans la performance. Est-ce habituel à ce stade-ci d'avoir cette impression ou d'expérimenter un plus grand flot de pensées? Ou bien si c'est seulement parce que j'en suis plus consciente? Oui, en fait, c'est fort probable que tu sois un peu plus conscient de... Parce que maintenant, cette conscience qui était tournée vers l'extérieur, tu la tournes vers l'intérieur de toi-même. Donc tu commences à voir des tas de choses, et effectivement, il y a les pensées. C'est pas... Le problème, c'est pas la pensée, et c'est ça l'erreur que font les gens. Les gens pensent qu'ils devraient avoir moins de pensées. C'est l'attitude que tu as à l'égard de tes pensées. Apprends à les accepter, à les accueillir, elles te traversent, tu les laisses passer, et surtout, comme je l'ai dit au départ, c'est pas focus, c'est de l'attention focalisée parce qu'elle est focalisée sur le corps, mais même la notion de, j'aime pas trop, faudrait trouver un autre terme, mais de l'attention bienveillante à l'égard de ton corps, ou à l'égard de ton esprit, de ta respiration. C'est toujours avec l'esprit ouvert. D'ailleurs, c'était un sage tibétain qui disait, quand vous pratiquez, par exemple, sur la respiration, il disait, vous mettez 25% de l'attention sur le souffle, et le reste détendu. Et puis quand il s'adressait à des Allemands, il disait, et vous, les Allemands, vous mettez 13% seulement. Betty, je viens de passer 2 jours à la leçon 4 du cycle 3 et depuis une semaine environ, je pleure pendant et après la pratique. J'ai également très souvent la gorge serrée dans la journée. Je ne suis pas angoissée en ce moment et je vis plutôt bien ce confinement en le prenant justement pour un temps qui m'est offert. As-tu une explication? Non, parce que je ne sais pas ce qui t'arrive, je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, ce que je peux te dire, c'est justement, c'est d'avoir cette attitude à l'égard de toi-même, à l'égard de ce qui s'élève en toi, de tes pensées. Accueille ces pleurs. C'est une expression, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se lâcher. Quand tu as la gorge serrée, c'est pareil. Il y a peut-être quelque chose qui te reste en travers de la gorge, peut-être quelque chose qui n'est pas accepté. Le corps ne triche jamais. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'exprime. Donc, laisse-toi juste traverser. Là, tu peux faire quand tu as la gorge qui se serre, par exemple, eh bien, c'est de prendre 5-10 minutes, enfin, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et de faire des respirations profondes, et de laisser ta gorge se desserrer, et de voir ce qu'il y a derrière, ce qui s'élève à la conscience. Valérie, qui a une autre question. Quand on est conscient qu'une relation amicale, mais pas amoureuse, ne vous convient pas, mais que vous y restez quand même, je pense que quelque chose chez moi reste non réglé, mais quelle est la piste à suivre pour la travailler? Serait-ce l'estime de soi? Oui, parce que je m'aime, je m'accorde d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Fais exister ce que tu veux exister maintenant. C'est vraiment les graines, le plus important, c'est ce que vous faites maintenant, c'est ce que vous faites exister maintenant. Gardez-le à l'esprit, c'est vraiment très important. Quand vous pratiquez l'attention sur le corps, etc., là vous êtes déjà en train de planter des graines, les graines de la bienveillance à l'égard de vous-même. Quand vous passez du temps avec vous, c'est les graines de la bienveillance. Mais aussi, vous pouvez cultiver à travers la suggestion, à travers la compassion, l'amour, etc., vous faites exister en vous ce que vous voulez voir apparaître. Et votre aspiration, c'est d'avoir des relations harmonieuses. Faites-les exister déjà en vous. Je répète souvent que le rapport qu'on a avec l'autre, avec l'homme ou la femme, c'est d'abord le rapport qu'on a avec la femme ou avec l'homme en nous-mêmes. Et c'est l'histoire, vous savez, du fameux yin-yang. Pour que ce soit harmonieux, il faut que, justement, en vous, ce rapport à l'homme ou à la femme, aille tendre vers l'harmonie. Donc, essayez justement de faire en vous-même, faire exister, justement, ce type de relation. Et déjà, la pratique, même la pratique du premier cycle, c'est déjà un processus d'harmonisation. Vous harmonisez toutes vos instances, physiques et psychiques. Et puis après, la pratique, vous renforcez tout ça, et ça commence à s'installer en vous. Thierry. Et juste une information, c'est que chaque fois que vous avez une difficulté extérieure qui se manifeste, il ne faut pas voir ça comme un obstacle à l'extérieur, mais comme une information qui vous est donnée. C'est une information qui vous dit, tiens, si vous avez un conflit avec quelqu'un, eh bien c'est le moment de regarder ce que ça réveille en vous, et de vous en libérer, parce que c'est pas le problème, et Rinpoche me répétait toujours ça, les obstacles ne sont pas à l'extérieur, ils sont en nous. Et l'obstacle à l'extérieur ne fait que révéler l'obstacle qui est en nous. Il le met en évidence.
Par exemple, justement, on parlait des relations avec les pervers narcissiques. Vous rencontrez un pervers narcissique, c'est évident que c'est le rapport que vous avez avec l'homme, c'est ce rapport de dominant-dominé, et quelque part, il y a une forme de soumission que vous devez refuser dorénavant. C'est de se dire, j'ai le droit d'avoir une relation épanouissante et heureuse avec l'autre, j'ai le droit d'être aimé tel que je suis, pour ce que je suis, etc. De faire exister vraiment cette femme, ou cet homme, bien sûr, aussi en vous. Ça doit exister pour que, comme je répète souvent, dans ce genre de rapport, lorsque la victime est partie, le bourreau, lui, est au chômage. Donc, vous n'êtes pas des victimes. Faites exister ce que vous êtes profondément. Ouais. Thierry, comment faire pour ne pas être en addiction de ta méthode, Bruno? C'est une très très bonne addiction. Il n'y a pas d'overdose, il n'y a pas de risque de dépassement des doses, donc tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Vous faites plaisir. Oui. C'est un état, on retrouve l'état naturel, c'est donc pas addictif, c'est plutôt naturel, on retrouve la nature. Moi, j'ai pas envie de quitter la nature, je me sens bien dans la nature, j'espère qu'on va pas arriver à complètement la détruire comme on est en train de le faire. C'est pour ça que c'est notre bien le plus précieux. Et donc, on se retrouve finalement avec soi. C'est pas ma méthode, en fait. T'es addict à ton bien-être. Et c'est très bien. Victoire, je me demande pourquoi certains tracas qui ne nous affectent pas plus que ça la journée prennent autant d'ampleur à la nuit. Oh, c'est très facile à répondre, c'est parce que tu as abandonné ton contrôle, donc la nuit forcément, comme tu ne contrôles plus, ben, les choses arrivent. Alors quand ça arrive la nuit, ben là c'est pareil, c'est le même truc. Tu regardes, c'est l'occasion par exemple, justement, ben là tu peux faire, comme tu es dans ton lit, tu t'allonges, au moment où ça s'élève, tu respires profondément, puis tu laisses tous ces nuages traverser, tu regardes ce qui s'élève en toi, et puis tu es avec eux. Et une fois que tu es en paix, eh bien tu manifestes dans ton esprit ce que tu veux voir, justement, de l'amour, de la compassion, etc. Pour ta deuxième question, Victoire, on te répondra plutôt comme si C'est une quoi question technique. Oui, alors pour les questions techniques, vous envoyez un petit mail, on vous répond. N'utilisez pas ce groupe pour les questions techniques, c'est un petit peu embêtant, d'autant plus qu'on ne les voit pas forcément et elles finissent par être noyées. Donc envoyez, ou carrément envoyez un coup de fil, passez un coup de fil. Claire, je pratique l'équitation. Par moments, lorsque je suis à cheval, j'ai une peur panique, comme paralysée, sans raison. Je pratique la méthode, malgré tout cela persiste. Comment faire pour réduire au maximum ces peurs paniques? Claire, lorsque tu monteras sur un ami, tu te sentiras en paix. Tu n'auras plus de peur panique. Le cheval, c'est un ami. Je vais te raconter une histoire, c'est la mienne d'ailleurs. J'ai rencontré une de mes ex, on était encore très jeunes, elle avait 19 ans, moi j'avais 25 ans, enfin, oui 25 ans, et puis elle avait des chevaux. Elle faisait de l'équitation depuis l'âge de 6 ans. Et puis, moi, je n'avais quasiment jamais fréquenté le monde des chevaux. Et je voyais ces grosses bêtes, j'avoue que j'étais assez impressionné. Surtout qu'elle avait une jument, mais c'était vraiment impressionnant, elle était extraordinaire. Et en plus, c'était une jument qui était à moitié sauvage, qu'elle avait récupérée. Personne ne pouvait monter dessus à part elle, c'était assez extraordinaire. Même son père, quand il voulait monter dessus, elle se cabrait, elle ne bougeait plus. Et puis, il la virait. Et il se faisait virer. C'était assez rigolo. Et puis, je me suis dit, bon, là, il faut que je me débarrasse de ce malaise. Donc, je me suis retiré. On était justement dans la résidence secondaire de ses parents. Et puis, j'ai pratiqué. Puis, j'ai pensé à ces chevaux. Et puis là, vraiment, j'ai mis tout mon amour, vraiment, pour ces chevaux. Je pensais à eux, je les voyais. Et vraiment, j'essayais de créer en moi-même un lien, mais vraiment très amical avec ces chevaux. Et puis, vraiment, je leur donnais beaucoup d'amour, etc. Et puis c'est passé un phénomène auquel je ne m'attendais pas. Puis là, je sors, je me sentais vraiment bien, j'étais en paix avec moi-même. Puis je sors machinalement. Et puis, il faut savoir, c'est que la maison se situait dans les montagnes. Et les chevaux, ils avaient plusieurs hectares de terre. Et les chevaux étaient tout en haut de la colline. Et c'est rigolo, je sors, il y avait 4 chevaux. Quand ils m'ont vu, de tout là-haut, ils ont piqué un hennissement. C'était extraordinaire. Et pas seulement un hennissement, mais ils ont piqué un galop, ils m'ont véritablement foncé dessus. Moi, j'étais tétanisé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un troupeau de chevaux qui arrive sur moi. Et ils s'arrêtent pile devant moi, et la jument la plus sauvage, elle tend sa tête, elle la penche vers moi, et puis elle se laisse caresser entre les oreilles. Et ma compagne de l'époque me dit, mais attends, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est incroyable. Elle me dit, cette jument, elle ne s'est jamais laissée caresser entre les oreilles.
Et ça, c'est extraordinaire. L'animal, il ressent ce qu'on ressent. Et puis aussi, l'animal, c'est un peu... il symbolise un peu nos instincts. C'est notre animalité. Quel est le rapport qu'on a avec notre animalité, finalement, avec ses instincts? Et tu as certainement vu l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Mais c'est ça, c'est d'apprendre, c'est apprivoiser. J'espère. Apprivoiser l'animal et en faire ton ami. Et quand tu auras un rapport vraiment amical avec l'animal, tu seras en paix, tu n'auras plus de raison de paniquer. Parce que tu sais que il te fera pas de vacherie. La preuve, même dans cette anecdote, ma compagne s'appelle Valérie, elle me file justement, parce que moi je ne savais pas au départ que la jument était semi-sauvage, et puis elle me propose d'aller faire une balade. Moi j'étais jamais monté à cheval, je me suis dit bon. Et puis elle voulait me jouer à ça le tour, la coquine. Et puis elle me donne la jument justement à moitié sauvage, puis elle s'est dit bon il va se faire virer. Je me suis dit bon, elle n'avait pas sens de la pédagogie, c'était pas... Et puis je monte sur le cheval, et puis on commence à partir. J'ai passé une balade délicieuse. Et je lui dis, oh, elle est adorable, ta jument, elle est incroyable. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais parce que je voyais dans cet animal un ami. Et l'animal ressent vraiment ce que vous ressentez. Et là, ça changera tout. Voilà. T'as fini de faire des visites sur Internet, là? Je sais, oui, fait des visites sur Internet. Je vérifie si j'ai bien toutes les questions. Bertrand, je suis au 2e exercice du cycle 1. Pour le moment, si j'ai bien compris, l'essentiel est de surtout prêter attention à son propre corps. C'est ça. Mais pour la méditation en général, pour ce qui est des pensées, j'ai du mal à voir comment les intégrer dans la méditation. J'ai des pensées obsessionnelles en lien avec une phobie complexe. Ces pensées sont très présentes dans mon quotidien. Lors de la méditation, je parviens à les mettre de côté, mais n'est-ce pas un refoulement? Et si je les observe, je crains du coup de passer à côté des bienfaits de la méditation. Comment puis-je concilier observation des pensées et attention à soi-même? Alors, il faut que tu apprennes à être à l'aise, Bertrand. Ce n'est pas du refoulement, parce qu'en fait, quand tu refoules, tu ne sais pas. En fait, c'est le refoulement, le principe de refoulement, c'est on a vécu quelque chose de très désagréable dans le passé, etc. On l'a oublié, on l'a refoulé, on l'a mis de côté, on ne veut plus en entendre parler. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que le refoulement, c'est un échec, c'est que tôt ou tard, ça finit par frapper à la porte. Comme disait Freud, plus une pensée est refoulée, plus elle a de puissance. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord, justement, tu peux jouer avec les deux. Tu la mets de côté, quand tu as vraiment envie d'être tranquille, et si tu te sens capable de l'accepter, tu dis, tiens, je vais regarder, je vais prendre le temps d'examiner. Et il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est quand tu te sens vraiment, à travers la pratique, tu te sens vraiment en paix, tu te sens calme, tu sens que tu es bien présent, tu as vraiment cette présence, et tu repenses à ces moments où cette obsession apparaît, mais avec beaucoup de détachement, en regardant ce qui se passe, et d'apprendre petit à petit à l'accepter. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme je disais tout à l'heure avec le cheval, d'apprivoiser en fait cette obsession. Et petit à petit d'arriver à l'amener justement vers plus de tranquillité. Imagine, ça c'est un bon truc à faire, imagine quelqu'un qui souffre de cette obsession. Et toi, tu es l'ami de cette personne, puis tu l'accueilles, tu écoutes, puis voilà, et tu apprends à... Et c'est comme ça que tu vas arriver à apaiser. C'est de te libérer de la peur d'avoir peur, parce que là c'est clair, tu as peur d'avoir peur. Et plus tu seras à l'aise avec cette obsession, plus tu vas pouvoir la regarder, l'examiner, la décortiquer, la décomposer, et puis c'est comme ça que tu vas arriver à t'en défaire. C'est précieux ce que je vous donne. Si vous le mettez en application, vous serez surpris de la puissance et de l'efficacité. Mais il ne faut pas en faire une technique. Ça vient quand c'est le moment, quand tu es prêt, quand tu as envie. Mais amuse-toi, apprenez à jouer avec les choses qui vous gênent finalement. Non, ne faites pas... D'ailleurs, dans le livre, quand la vague réalise quel est l'océan, j'explique ça. C'est un peu comme des hologrammes. Vous avez un hologramme très effrayant en face de vous. Vous êtes complètement tétanisé, vous n'osez plus bouger, mais parce que vous ne savez pas que c'est un hologramme. Et si vous traversez l'hologramme, vous dites, en fait, j'avais pas de raison d'avoir peur. Et vous dégagez ça. C'est très puissant. Donc si vous arrivez à ça, justement, c'est de décortiquer la pensée et de se dire, en fait, il n'y a rien dedans, ça n'a pas de pouvoir. Et là, vous démasquez justement le menteur. Donc voilà. Farine Sangremou nous a répondu, son prénom c'est Francine. Francine, enchantée. Donc Anne, je suis au tout début de la méthode, exercice 1, cycle 1. Les effets de la pratique varient en fonction des moments. Parfois des pensées parasites viennent me distraire, mais j'arrive à ramener mon esprit dans la pratique. Comment faire
pour ne pas se laisser embarquer dans les pensées. Par ailleurs, il m'est arrivé à plusieurs reprises de pleurer, et j'ai du mal à interpréter ces pleurs. C'est comme s'il s'agissait d'un trop-plein d'émotions. Pour autant, il ne s'agit pas de tristesse, bien au contraire, c'est très déstabilisant. C'est comme si j'étais touchée au plus profond de mon être. Comment cela s'explique-t-il? Mais oui, mais c'est normal que tu pleures, que tu es touché, parce que tu te fais du bien, tu deviens bienveillante à ton égard, peut-être quelque chose que tu as occulté jusque-là, et tu te prends enfin en considération, tu t'occupes de toi. C'est justement, c'est comme si quelqu'un qui avait jamais eu de l'amour, quelqu'un le prend dans ses bras, d'un seul coup, la personne va être submergée, va être traversée. Et là, tu te prends dans tes bras, parce que tu te fais du bien, tu prends soin de toi. Donc ça, c'est normal. Vous pouvez... même pour d'autres personnes, ça peut être vrai, certains ressentiront pas, ça arrivera peut-être pas, mais d'avoir des pleurs, des émotions comme ça qui s'élèvent, qui se traversent, vous ne laissez pas déstabiliser, au contraire, soyez heureux, c'est quelque chose qui est en train de se libérer, et puis ça va se normaliser petit à petit avec le temps et la pratique. Donc soyez sans inquiétude pour ça. En ce qui concerne les pensées, ça sera jamais parfait, ça va être très fluctuant d'un jour à l'autre. La pratique, il y a des fois, vous êtes très détendu, ça marche très bien. Des fois, ça va être vous avez l'impression qu'il se passe rien. Donc tout ça, c'est normal. Donc apprenez à être à l'aise justement avec toutes ces fluctuations, tous ces changements. Des fois, vous êtes très présent, d'autres fois beaucoup moins présent. Ça, c'est tout à fait. Apprenez à être à l'aise avec ça. L'essentiel, c'est de le faire. C'est comme un rendez-vous que vous prenez avec vous. Vous prenez soin de vous, vous dites ça, c'est mon moment pour moi. Et dans la mesure où ça reste du plaisir, c'est le plus important. Monique, euh, les pensées créent le monde demain, positif ou négatif, je crois. Au troisième cycle, vous dites que les pensées ne sont rien. Merci de m'éclairer. Oui, mais c'est normal. Alors, ça se résume, c'est très simple. Les pensées n'ont que le pouvoir que vous leur accordez. Je le répète, les pensées n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Il y a deux choses. Il y a les pensées qui sont inconscientes. Comme disait Freud, plus une pensée est refoulée, plus elle a de puissance. Pourquoi? Parce que justement, elle est ignorée par la conscience. Et pour paraphraser aussi Jung, qui disait, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Pourquoi? Parce que vous êtes identifié à la pensée. Vous faites un avec la pensée. Donc c'est là où elle prend tout son pouvoir. Parce que vous adhérez à cette croyance. Et de manière très inconsciente, parce que justement, vous êtes tellement collé dedans. Alors en décodage biologique, on parle de mémoire, vous êtes identifié à des mémoires, mais peu importe, c'est pas ça le problème. C'est que, et ce qui se passe, c'est quand vous pratiquez, vous commencez à vous détacher, et vous commencez à voir justement ces pensées. Et là, vous avez le choix, ou non, de les suivre ou de ne pas les suivre. Si vous les suivez, vous savez maintenant ce qui va se passer, comme quelqu'un qui va suivre sa colère et avec tous les dégâts que ça peut avoir. Et vous pouvez voir la colère, mais pas être obligé de la suivre. Dans certains cas, ça peut être approprié d'être en colère. C'est pas la question. Ensuite, et là, vous découvrez justement, c'est que la pensée, elle a juste le pouvoir que vous lui donnez. Vous cessez de lui donner du pouvoir. C'est comme un manipulateur, justement, on parlait tout à l'heure des pervers narcissiques. Le manipulateur, il peut vous manipuler parce que vous êtes manipulable. Pas autrement. Si vous n'êtes pas manipulable, le jour où vous démasquez son mensonge, que vous découvrez ses manigances, il n'a plus de pouvoir sur vous, c'est terminé. Et là, vous êtes libéré. Vos pensées, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'en fait, on est tout le temps manipulé par nos pensées. Et lorsque vous voyez que, ultimement, elles n'ont pas de pouvoir, c'est fini. Par contre, vous pouvez consciemment choisir de faire exister une pensée. Justement, si vous avez un objectif demain, vous voulez faire exister quelque chose qui est important, et comme disaient les bouddhistes, on va faire exister des choses non existantes. C'est qu'ultimement, encore une fois, je le répète, la pensée, elle n'a pas de pouvoir, elle est insubstantielle. Mais dès que vous allez lui prêter de l'attention, et que vous allez commencer à la cristalliser en quelque sorte, elle va finir par devenir une réalité pour vous. C'est pour ça que parfois vous scellez des croyances. Vous croyez que vous êtes nul, vous croyez que vous n'y arriverez jamais, vous croyez, etc. Et vous scellez comme ça des croyances dans lesquelles vous vous enfermez et qui deviennent des réalités pour vous. Et vous ne vous voyez pas penser, c'est ça le problème. Donc il faut avoir ce recul, cette distance. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Carole, je démarre le cycle 1 avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation. Comme difficulté, j'ai du mal avec les visualisations. En fait, mon esprit m'en propose plusieurs, les fait défiler, et je n'arrive pas à en choisir une. Je suppose qu'il faut me laisser faire. Merci de votre aide. Alors oui et non.
Oui, mais en même temps, c'est bien de jouer le jeu, de t'amuser avec. Il faut vraiment, reste dans un esprit de jeu. Peut-être que justement tu te concentres trop ou tu veux trop. Amuse-toi en te disant, tiens, je vais me faire plaisir. Si tu choisis une pensée qui te fait plaisir, tu te dis, tiens, j'aimerais bien penser à des vacances. Parce que je pense que tu fais référence au cycle 1 où on propose de faire venir des pensées, une pensée dominante. Et bien, tu fais une pensée dominante, tu dis, tiens, bah, je vais me faire plaisir. Je vais penser à des vacances, ou je vais penser à un thème, ou je vais penser à l'amour, ou je vais penser à un ami que j'aime bien, etc. C'est tout ce qui compte. C'est vraiment de rester dans le plaisir. Et pas faire ça, parce que là je ressens peut-être un petit côté, il a dit qu'il fallait faire ça, un petit côté scolaire. Dans le plaisir, dans l'amusement. Dominique, lors de chaque séance, vous parlez de ressenti de chaleur se diffusant dans le corps. Or, je ne ressens que du froid à chaque fois. Seules mes mains sont chaudes. Ce froid me dérange quelque part, et pourquoi ce froid? Oh, peut-être un petit souci de circulation, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je précise que dans l'exercice, je dis si vous ressentez, c'est très bien. Si vous ressentez pas, c'est très bien aussi. Tu as oublié peut-être cette petite consigne. Donc c'est pas. Alors, si vraiment tu as froid, moi je te recommande de te mettre une couverture sur le corps et de pratiquer. Encore une fois, ça doit être plaisant. Faites-vous plaisir, ne vous imposez pas des choses, il faut que vous ayez envie de le faire. Paul, je suis au cycle 2, leçon 2. J'ai 2 questions sur la pratique. Comment être sûr que l'on souhaite du bonheur à quelqu'un en particulier quand on ressent des choses négatives à cette personne? C'est-à-dire que je le fais lors de mes pratiques, mais je ne suis pas certain d'être sincère si je suis honnête avec moi. Y a-t-il une pratique pour Alors, ce attends, pas? peut-être le premier. D'abord, Comment être sûr que l'on souhaite du bonheur à quelqu'un en particulier quand on ressent des choses négatives à cette personne? Alors, la première chose, Paul, c'est la première chose, vraiment, c'est très très important, c'est d'être honnête avec soi-même, honnête avec ses sentiments négatifs. Voilà, c'est un fait, je reconnais, j'ai des sentiments négatifs à l'égard de cette personne. Et je reconnais que je n'ai pas du tout envie de lui souhaiter du bonheur. Voilà, comme ça, au moins maintenant tu es en paix. Mais par contre, tu peux te dire aussi, c'est de jouer avec ça, c'est de se dire, oui, mais en pratiquant, en fait, tu élargis, ça veut dire, je vais essayer de le dire autrement. En fait, en souhaitant du bonheur aux autres, on va être très égoïste en fait dans la pratique. En souhaitant du bonheur, en réalité, je m'en souhaite à moi aussi. C'est-à-dire que si tu te dis, celui-là, il a droit au bonheur, celui-là, il n'a pas droit au bonheur, en fait, tu n'es pas impartial. C'est tout le contraire de l'équanimité. Ça veut dire que si moi, je me trouve dans la même situation que lui, je ne pourrais pas m'accorder du bonheur. On est dans une forme de jugement. Par contre, et ça va être, c'est pour ça que je dis que l'équanimité, c'est un puissant antidote contre la culpabilité. C'est-à-dire que je légitime en fait le bonheur. Les gens que j'aime bien ont droit au bonheur. Les gens pour qui mon sentiment est neutre ont droit au bonheur. Et les gens que je déteste ont droit au bonheur aussi. Donc, le bonheur est légitime pour tous les êtres. Je peux me l'accorder. Deuxième question. Deuxième question, y a-t-il une pratique pour se pardonner pour certains actes ou certaines erreurs que j'ai faites, pour transformer le remords en un simple regret et pour pouvoir avancer? L'acceptation, c'est vraiment... c'est de reconnaître que notre comportement n'a pas été approprié. Là, je te recommande vraiment l'exercice du cycle 2, la paix intérieure, la relativisation des valeurs, de le refaire, vraiment de bien l'intégrer pour arriver vraiment à te débarrasser de cette notion de bien et de mal. Parce qu'il y a un jugement derrière. Si tu n'arrives pas à te pardonner, c'est que tu continues à te juger. Donc le jour où tu abandonnes toute forme de jugement en te disant « bon, bah, j'étais à côté de la plaque », et je rappelle encore une fois que le mot « péché » en hébreu, ça veut dire « rater la cible ». Et on est tous de grands pécheurs. Véronique, aujourd'hui, lorsque ma chef psychorigide est venue dans notre bureau pour nous donner des instructions, j'ai ressenti des picotements sur le dos de ma main gauche, comme si je faisais ma pratique de méditation. Cela peut-il avoir une signification? Je sais pas, mais quand ta chef psychorigide, bon, c'est peut-être vrai, mais tu devras peut-être un petit peu plus de compassion pour elle. Et à mon avis, quand tu la verras un peu moins comme ça, enfin, tu verras que c'est... vous savez, quand... je reprends l'exemple du pervers narcissique.
Quand les personnes, les victimes en fait, des pervers narcissiques, commencent à voir justement le pervers narcissique comme un être souffrant, elles sont plus victimes, c'est fini. Ça veut dire qu'elles sont guéries. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voir la blessure de l'autre. Donc elles sont plus victimes justement de la blessure de l'autre, c'est terminé. Et c'est pareil, si tu arrives à voir dans cette personne psychorigide une personne qui est en souffrance, il ne s'agit pas de l'excuser ce qu'elle fait. Hein. Je sais ce que c'est qu'un psychorigide, c'est épouvantable. Vous vivez avec un psychorigide ou vous avez un chef psychorigide, c'est juste... Et encore faut-il bien diagnostiquer ce qu'on appelle la psychorigidité, mais derrière c'est que de la peur en fait. C'est d'assouplir ça, et là de faire la pratique justement, de penser, t'as peut-être pas envie, mais c'est une manière aussi de légitimer le bonheur. Cette personne a aussi un droit au bonheur. Voilà. Elle a ressenti des picotements sur le dos de la main, comme si elle faisait une méditation. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Non. Il faut laisser traverser. Non, j'ai point d'explication. Ok. Janine, en méditation, je n'ai pas de pensées parasites, elles surviennent à la fin. Pourquoi? J'ai surtout des pensées parasites au réveil. Je ne sais pas. Mais c'est pas important. L'essentiel, c'est que ça t'a fait du bien. Et continue à pratiquer. Vous créez pas trop d'histoires avec la pratique, hein, sinon ça va devenir compliqué. C'est accepter ce qui arrive, ce qui se passe. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Alors, Valérie, je suis au cycle 1, 4e leçon. J'ai un tempérament anxieux depuis mon enfance. Je pensais que cela me protégeait des circonstances extérieures. Avec la pratique, 2 fois par jour, je me sens plus apaisée. Super. Cependant, depuis quelques semaines, je me réveille à 5 heures du matin, l'esprit aux aguets, agité. Comment gérer cela et reprendre le cours d'un sommeil normal jusqu'à ce que le réveil sonne à 7h30? Bah non, c'est bien, tu peux méditer. Moi, je me lève tous les matins, 4 heures du matin. Ça peut être une... Alors, quand tu te réveilles à 5 heures du matin, de toute façon, tu es réveillé. Donc, tu peux méditer. Donc, c'est l'occasion justement de pratiquer et peut-être que tu retomberas dans le sommeil. Parce qu'il y a quelque chose qui se réveille, qui se libère à ce moment-là. Donc, c'est l'occasion. Pratique. Fais des respirations profondes. Laisse-toi traverser par ce que tu ressens. Regarde. Et puis, tu peux faire ta pratique. Puis, tu repars dans le sommeil pour te réveiller. Puis, ça va se normaliser. Peut-être aussi, il peut à vérifier, voir il y a peut-être un petit déséquilibre derrière. Moi, je te conseille peut-être d'aller voir un médecin chinois aussi qui peut te rééquilibrer ça. Fabienne, j'ai terminé le cycle 1 hier. Pendant chaque pratique, tous les matins et pratiquement tous les soirs, je bâille profondément et plusieurs fois à la suite. Je ressens comme une délivrance des tensions, mais aussi une interruption dans ma pratique et cela me dérange même si je laisse faire. Ces bâillements ont-ils un lien avec mon problème de concentration ou bien avec la qualité de mon sommeil? Existe-t-il un exercice à faire avant la pratique qui permettrait de libérer ces intrus? Alors déjà, c'est très bien si tu bailles, parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a de libération émotionnelle. Là, c'est pareil, tu peux faire une respiration profonde, puisque c'est une respiration diaphragmatique, donc c'est très bien. Et par contre, en faisant des respirations profondes, là, tu vas voir, justement, ça va faire sortir tous tes bâillements. C'est des décharges émotionnelles, et après, ça devrait se normaliser. Donc c'est pas grave en soi. Non, ça va passer normalement. Oui. Valérie. Lors de la pratique de la méditation, même si je pense être dans l'ouverture sans rien attendre, j'ai le sentiment parfois qu'inconsciemment, je suis quand même dans une attente. Comment être sûr de pratiquer sans attente inconsciente? Car il y a une différence entre réellement rien attendre et croire que je n'attends rien. Oh, Valérie, il faut te détendre. C'est très bien, il n'y a rien de mal à avoir des attentes. Je pense que tu ne devrais pas te poser ces questions. Je crois que pratique avec ou sans attente. Si tu attends des choses, c'est très bien. Et peut-être que tu seras comblé, peut-être que tes attentes seront comblées, peut-être que parfois tu seras frustré. C'est pas le problème de l'attente. C'est le problème de l'attente, quand on attend quelque chose et que ça vient pas, ça crée de la frustration, donc forcément de la colère. Donc on peut avoir des attentes, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime, mais il faut accepter qu'elles ne soient pas toujours satisfaites. Donc Sylvaine, je suis la méthode de Bruno et j'en suis au numéro 12 du niveau 2. Elle explique, je ne sais pas si tu as une connaissance, donc sa question elle est située là. J'ai 58 ans, mon souhait le plus cher est celui d'être enfin heureuse au travail.
Je m'embrouille avec ce désir très fort et me demande si ma solution ne serait pas celle de lâcher prise et de me laisser porter en confiance, ce que je ne sais pas faire encore totalement puisque j'ai été biberonnée au fait que tout est difficile dans la vie. Oui, alors, Bouddha a dit, et ça, je pense que ça résume assez bien la phrase, il disait, ça ne sert à rien de chercher le bonheur puisque c'est nous qui le créons. Chercher le bonheur, ça ne sert à rien, effectivement. Dans le cycle 3, j'aborde ces notions notamment de réaliser la vraie nature des phénomènes. Et entre autres, quand je parle de la vacuité, la fameuse vacuité des bouddhistes, où souvent c'est assez incompris, en fait, les bouddhistes expliquent que les choses, en fait, n'ont pas d'identité réelle. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont vides d'eux. Elles existent par le jeu des causes et des conditions. Un nuage existe parce qu'un grand nombre de causes et de conditions se sont réunies. Mais il n'y a pas de nuage. C'est la conjonction de tous ces phénomènes qui font que ce nuage se manifeste et apparaît. Et le bonheur, c'est la même chose. Le bonheur résulte d'un grand nombre de causes et de conditions qu'on finit par réunir. Donc, se focaliser sur le bonheur, attendre le bonheur, tu peux revenir sur la question? Revenir sur le bonheur, voilà, ne sert à rien. Donc, la question, c'est pas de... oui, tu peux lâcher prise, puisque de toute façon, le bonheur est un aboutissement. C'est justement un aboutissement de toutes ces causes et conditions. Plus tu vas cultiver ce qui va de le sens de ton bonheur, notamment tout ce qui est positif, en cultivant l'altruisme, la bienveillance, etc., et bien petit à petit, tu vas voir justement ce bonheur auquel tu aspires arriver. C'est un petit peu comme quand on plante dans le jardin. On plante des graines, il faut leur apporter la terre qu'il leur faut, les mettre dans les bonnes conditions. Il y a des plantes qui ne supportent pas trop de soleil, il y en a d'autres qui, c'est l'inverse, etc. Il y a tout un art à maîtriser. Et puis au bout d'un compte, le secret aussi, c'est la patience. Et moi, je trouve extraordinaire le jardinage, surtout lorsqu'on jardine de manière naturelle. On ne peut pas forcer la plante à pousser. Elle vient quand ça vient. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder, c'est assister au spectacle une fois qu'on a fait tout ce qu'on a à faire. Et bien, c'est un petit peu pareil. C'est si tu plantes tous les jours les graines de ton bonheur. Tôt ou tard, il arrivera, mais quand, on ne sait pas. Katia, la nuance entre ne pas alimenter et refouler une pensée n'est pas toujours très claire. Merci pour votre éclairage. Et la question, c'est quoi? La nuance entre ne pas alimenter et refouler une pensée n'est pas toujours très claire. La question, c'est est-ce que tu peux expliquer la différence peut-être entre ne pas alimenter et refouler? Mais c'est assez simple, hein. Je prends l'exemple de la colère, par exemple. Je vais me trouver toutes les raisons d'être en colère, donc je vais passer en revue ce qu'il a dit, etc. Donc je vais alimenter. Quand vous êtes dans une position justement méditative, vous voyez tout ce cinéma, mais vous ne le suivez pas. Vous ne suivez pas vos pensées, vos émotions. Et bon, c'est en train de se produire, mais c'est un peu comme si vous refusez de prendre part à une conversation. Vous n'avez pas envie de vous mêler à ça. Vous ne prenez pas part à la conversation, mais la conversation, elle existe. Et bien c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vous voyez cette émotion qui s'élève à la conscience, mais vous ne prenez pas part. Vous ne l'alimentez pas. Et vous la laissez se manifester. Par contre, si vous êtes là en train de ruminer, de se dire ouais, l'autre il a fait ça, il a dit ça, etc. Puis vous êtes puis vous partez dedans, vous n'êtes plus là. Vous êtes vraiment plus là. Vous êtes vraiment, vous êtes vous êtes entré littéralement dans votre colère ou dans votre émotion. Ça, c'est les nourrir. Et d'ailleurs, vous le voyez par les effets, parce que quand vous êtes attentif et que vous ne prenez pas part, au bout d'un moment, ça va finir par se calmer et s'éteindre, et ça s'en va, et vous êtes content, comme justement des personnes qui vous cassaient les pieds, ils sont partis, ils sont allés discuter ailleurs, ça y est, vous vous sentez bien. Myriam, j'ai démarré la 3e semaine et pour la première fois, j'ai fait la pratique sans l'enregistrement. Génial. J'arrive très bien à me relâcher, mais le mental est trop actif et du coup, la pratique plus courte. J'espère m'améliorer au fil du temps. Ma question, en fait, c'est la même pratique depuis le début. Pourquoi plusieurs enregistrements et y aura-t-il une évolution? Est-ce que tu fais bien le cycle 1? Parce qu'il
Il n'y a pas un exercice qui se ressemble. Hein. Il y a 7 exercices, c'est 7 exercices différents. Je ne sais pas ce que tu fais, mais à mon avis, il y a une petite révision. Je rappelle, premier exercice, c'est l'initiation, c'est un exercice global. Deuxième exercice, prise de conscience du corps. Deuxième exercice, on associe à la prise de conscience du corps la pacification du mental. Troisième exercice, on ajoute la respiration consciente, ensuite l'approfondissement, la prise de conscience interne du corps, et ensuite l'expansion du champ de conscience. Donc il n'y a pas un seul exercice qui se ressemble. Et tous les autres pratiquants me sont témoins, n'est-ce pas, chers amis? Peut-être. Donc il faut revoir peut-être les leçons. Lire les PDF. Oui, alors, oui. Alors on en profite parce qu'on a oublié, parce qu'on voit, moi je vois à vos réactions, je pense qu'il y en a un grand nombre parmi vous qui n'écoutent pas les présentations et qui ne lisent pas les présentations. Elles ont été faites pour ça. C'est un cours que vous prenez. C'est pas Club Med. Hein. Il y a un petit effort quand même à faire. Donc si vous lisez les présentations, vous allez voir. Et moi j'ai eu des personnes qui se sont remis après et qui ont dit « Ah mais attends, il y avait plein de choses, j'avais pas eu. » Bah oui, c'est fait pour ça. Donc voilà. Sébastien, je viens de commencer le cycle 2. Je voudrais savoir quelle est la meilleure attitude à adopter à l'égard de personnes colériques et agressives verbalement, et également comment se protéger de ces énergies négatives tout en réussissant à gérer la situation. C'est vraiment la même chose, j'en ai déjà parlé, je pense que j'y ai répondu d'une certaine manière, mais j'ai complété. Moi j'ai fait des préparations aux examens avec des élèves et je leur disais toujours qu'est-ce que vous redoutez de pire qui pourrait arriver? Et au début, ils ne comprenaient pas, ils me disaient mais nous on veut réussir nos examens, est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Je leur dis oui, parce qu'en fait, quand vous êtes à l'examen, si vous arrive ce que vous redoutez de pire, vous n'aurez pas une réponse appropriée à la situation. Et donc je leur demandais de faire toute une liste des choses qu'ils redoutaient le plus. Ensuite, on pratiquait, on faisait les exercices que vous connaissez, et puis ensuite, je leur disais maintenant que vous pouvez, puisque vous n'êtes pas encore à l'examen, essayer de penser à la réponse que vous pourriez donner à cette situation que vous redoutez tellement. Et c'était extraordinaire, parce que là, la meilleure façon, il faut savoir la règle, la meilleure façon d'anticiper, de maîtriser un stress, c'est de l'anticiper. Alors quel rapport, justement, avec les personnes colériques? C'est le même processus. C'est pareil, alors visiblement tu as eu un vécu avec des personnes colériques, eh bien, dans les moments où tu te sens vraiment en paix, où tu te sens très calme, tu penses à ces personnes, à ces situations que tu as pu vivre avec elles quand elles étaient en colère, etc. Et de voir quelle attitude, toi, tu peux avoir à leur égard. Parfois, il ne convient de rien dire. Quand tu as la colère, quand certaines personnes sont vraiment parties dans la colère, il faut attendre que la personne se calme et puis savoir l'écouter avec bienveillance. Mais ça veut dire que moi, je me suis libéré de mon malaise par rapport à la colère. C'est jamais, encore une fois, l'obstacle n'est jamais à l'extérieur. Comme je dis souvent, si l'autre est en colère et que ça vous met mal à l'aise, votre problème, vous, c'est votre malaise. Lui, son problème, c'est sa colère. Lorsque vous serez libéré de votre malaise, vous pourrez... l'autre, ça deviendra son problème, et vous pourrez agir de façon appropriée. Donc tant que ça réveille un malaise, tant que sa colère réveille un malaise, moi, je ne peux pas agir de façon appropriée. Mais chaque fois qu'il se met en colère et que ça réveille ce malaise, ben moi, il me donne cette chance de me libérer de ce malaise. Et donc, plus je vais être libre de ma propre réaction, plus je serai en mesure de donner une réponse appropriée à la situation. Anne, donc là, on commence à répondre aux questions qui sont posées là il y a 1 heure. Je suis à la leçon 3 du cycle 1. En lisant le PDF, j'ai compris qu'un des objectifs de cette leçon était de nous entraîner à observer nos sensations et images mentales à partir d'une pensée choisie inspirante. C'est ça. Je m'aperçois qu'avant de le lire noir sur blanc, je n'avais pas compris cet aspect de l'exercice. La plupart du temps... Vous voyez l'intérêt de lire les PDF. Hein. La plupart du temps, je m'endors et du coup, je n'écoute même pas tout l'enregistrement. Comment rester éveillé durant la pratique? Tu peux le faire les yeux ouverts, tu peux le faire... Une recommandation, c'est de le faire le matin, dans une pièce fraîche. Tu peux aussi pratiquer assise.
Peut-être qu'il y a de la fatigue. Alors à ce moment-là, ça peut être d'évacuer d'abord la fatigue. Tu fais des respirations profondes, tu te laisses aller, puis tu attends. Voilà, tu te prends 10 minutes, puis tu te reposes un petit peu. Et ensuite, tu te réveilles, tu te mets debout, tu bouges un petit peu. Et ensuite, tu fais la pratique. Mais ça passe, hein, parce que moi aussi, hein, pour un Oui, témoin, ça m'était arrivé. Et au fur et à mesure, ça se dégage, ça passe. oui. Fabienne, euh, pourriez-vous aborder les possibilités autres que la position allongée pour la balade corporelle? En effet, la position allongée ne m'étant pas confortable à cause de soucis neuromusculaires, Ah non, mais tu peux je faire assis, n'insiste pas de plus. souci. En Hein. position assise, c'est mieux, Oui, très bien. même, mais si elle n'est pas trop longue. Par contre, en marchant légèrement ou en extérieur, je suis beaucoup plus en capacité de concentration et relâchement. Puis-je envisager de fonctionner ainsi? C'est-à-dire en Oui, mais ce qui est marchant. important, c'est en étant assis. C'est important parce que quand tu marches, tu n'arrives pas à la même intériorisation de la conscience. Donc moi, il faut quand même que tu puisses avoir une pratique où tu es isolé, que tu passes. Si tu veux faire en plus en pratiquant, mais par contre, tu peux faire assis, il n'y a pas de souci. Hmm. Pierre-Paul Gérard. Donc, je reprends le premier cycle et j'ai beaucoup de plaisir à le refaire et c'est chaque fois différent. À quel moment, donc je ressens fort l'esprit du débutant, à Super. quel moment serais-je prête pour le deuxième cycle, en sachant que celui-ci me convient tout à fait? Quand tu veux. Oui, ça c'est, on ne peut pas répondre pour Ouais. vous en fait. Voilà. C'était ta réponse? Quand vous voulez, quand vous vous sentirez prête. Patrick, je suis les cours du cycle 1 depuis plusieurs semaines, tout se passe bien, mais depuis l'étape 6, au moment de la prise de conscience interne du corps, quand on énumère les organes, j'éprouve un mal-être d'abord physique dans l'intérieur du corps, au niveau de l'estomac, puis dans les extrémités des bras, notamment les avant-bras et l'arrière des cuisses. Et maintenant, ça me le fait à chaque méditation, cette même sensation se répète, et ça n'est pas agréable du tout. En fait, ça ne m'est plus agréable de méditer, plus du tout. Cela veut-il dire quelque chose de précis ou y a-t-il quelque chose à faire pour retrouver le plaisir d'une bonne méditation? Oui, Patrick, tu as fait une petite fixation au moment de la pratique sur les organes. Alors moi, je t'invite à plus le faire, à le mettre de côté pour l'instant parce que tu associes cette pratique à quelque chose d'agréable. Tu reviendras toujours plus tard dessus quand tu seras un petit peu plus à l'aise. Reprends tes pratiques, tu reprends la pratique précédente. À la limite, fais-le au début avec l'enregistrement pour te réimprégner. Donc je t'invite à revenir sur l'exercice 4 et te réimprégner. Tu sautes l'exercice 5, enfin ou 6 plutôt, l'exercice 6, la leçon 6 plutôt, puisque c'est la leçon 6, et tu passeras après à la leçon 7. Donc pour l'instant, tu mets la leçon 6 de côté. Alors, Thibaut, à force de pratiquer la méditation, comment on se rencontre quand on est dans l'observation des pensées et l'accueil des émotions? C'est simple, ta vie change, tu es différent, euh, je vais revenir sur la base de la pratique. Le but, c'est d'éveiller l'attention. C'est pas forcément de voir, d'observer les pensées, de voir les sensations. Elles s'élèvent, les pensées. Elles s'élèvent, les sensations. C'est juste, voilà, ça se manifeste et nous, on est juste là. Ça se manifeste pas, c'est très bien. L'essentiel, c'est de ramener l'attention sur le corps, de ramener l'attention sur le souffle, de revenir ici et maintenant. Et peu importe ce qui va s'élever, ce qui va se produire. Ne faites pas n'en faites pas un but de se dire je dois devenir observateur de mes pensées. Restez vraiment tranquille avec ça. Martine, bonjour, je viens de m'inscrire et de commencer le premier exercice. Je suis en burn-out. Je souhaiterais savoir si vous avez prévu des adaptations de votre programme pour les burnies. Le, le retour et les conseils d'autres burnies Non, parce que m'intéressent. tout est dedans, vous avez déjà tout. C'est Moi, par adapté, hein? contre, Ouais. oui, oui, c'est parfaitement adapté. Par contre, ce que je vous recommande, ce que je te recommande, Martine, parce que ça marche très très bien. Moi, j'ai travaillé en association quand j'avais mon cabinet avec quelqu'un qui pratiquait la médecine chinoise, en faisant les deux, en associant la pratique de la méthode et la médecine chinoise, on arrive à de très très bons résultats parce que ça a un effet très rééquilibrant. Donc je ne sais pas où moi je connais un médecin chinois en Alsace, j'en connais un en Suisse près de zut pas Genève, l'autre grande ville, comment ça s'appelle?
Je ne sais plus. Bon, bref, enfin, c'est dans le Valais, je crois. Et puis, j'en connais un à Paris, un très bon. Et puis voilà, enfin, c'est les trois grandes adresses que je connais. Il y en a peut-être d'autres qui connaissent. Je parle de médecine traditionnelle chinoise, hein. Je ne parle pas d'acupuncture, hein. N'allez pas chez votre médecin. Les médecins traditionnels chinois, quand ils, ils parlent des médecins qui font de l'acupuncture, ils disent qu'ils font de la tauromachie. Il y a une espèce de petite bagarre d'école. Mais c'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise, c'est quand même 10 ans d'études. C'est vraiment des gens qui font que ça. Le diagnostic en médecine chinoise n'a rien à voir avec le diagnostic avec la médecine classique. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je suis épaté par les résultats qu'ils obtiennent sur des pathologies sur lesquelles n'a aucune action la médecine traditionnelle, hein. Alors, Voilà. j'ai pas toutes les questions, c'est bizarre, parce que je vois une question de Michel. Oui. Coucou Michel. J'ai une question concernant la notion d'amour, l'amour inconditionnel. Est-ce que la notion d'amour veut dire je respecte la personne telle qu'elle est? Ça dépend ce que tu appelles la respecter telle qu'elle est. Comme disait Kersezon, j'ai compris ce que c'était que le respect, mais ça n'autorise pas l'autre à m'emmerder plus de 10 minutes. Je dois me respecter aussi. En fait, il y a cette notion, je dois me respecter. De toute façon, et c'est pour ça que dans la pratique de Tonglen ou de donner et recevoir qu'on fait les dimanches, si vous venez, vraiment, on commence par soi. C'est indispensable. C'est difficile, c'est de se dire, c'est d'avoir cette bienveillance à l'égard de soi-même, d'avoir ce respect, cet amour envers soi-même, en se considérant comme un être à part entière qui aspire au bonheur, qui a droit au bonheur. Et l'amour inconditionnel, c'est l'autre, c'est un être à part entière qui a droit et qui aspire au bonheur. Mais ça ne veut pas dire que je dois accepter pour autant ses travers. Ça veut dire, je reconnais son droit au bonheur, il a le droit d'aller au bonheur, de connaître le bonheur, si tant est qu'il fait ce qu'il faut pour atteindre ce bonheur, pour le réaliser. Mais en tout cas, vraiment, de moi-même, je peux vraiment lui souhaiter du bonheur. Mais ça ne veut pas dire que je dois accepter pour autant qu'il me maltraite, qu'il ne soit pas agréable avec moi, etc. J'ai le droit d'être respecté aussi. Alors, Ensuite, Thibaut, on est sur les dernières, je crois. oui. Malgré la pratique quotidienne de la méditation, je suis très sensible au regard des autres. Quand je dois prendre la parole dans un groupe, je perds mes moyens, j'ai le cœur qui bat, l'estomac noué. Alors, j'ai aucune raison d'être dans cet état et je suis furieux. Comment faire? Alors, j'ai donné justement la réponse tout à l'heure. C'est que tu reprends ça, en fait, quand tu es tranquille, tu es au calme, tu as eu ce genre d'épisode, tu le repasses. Tu le repasses tu repasses le film de la situation, quand tu es vraiment détendu, quand tu es disponible, tu regardes ce qui s'est passé, parce qu'en fait, tu es coincé dans un processus, et qui revient tout le temps. Et il faut pouvoir débloquer ce processus. Et la meilleure chose à faire, c'est d'examiner ce qui se passe à ce moment-là. Il n'y a pas de ma qui nous rend visite. Allez, viens. Viens. Et donc, tu regardes ce processus avec suffisamment de détachement pour voir ce qui s'est passé et de voir éventuellement quelle réponse tu auras pu donner. Il n'y a pas de ma qui vient vous faire un coucou. Dis bonjour. Coucou. Non, il ne veut pas. Et une fois que tu as fait ça, tu vois quelle réponse tu aurais pu donner. Ce qui te permettra la fois d'après, moi j'ai fait ça pendant longtemps, notamment quand j'exerçais en cabinet, j'avais parfois des groupes qui n'étaient pas très faciles, c'était pas évident, et moi je sentais bien que je me sentais un peu tendu, donc le soir je rentrais, j'évacuais tout ça, je regardais la situation telle qu'elle s'était passée, et je me disais, tiens, effectivement, j'ai pas eu une réponse très heureuse ni très appropriée, j'aurais pu effectivement répondre autrement. Donc là on entre dans un processus d'apprentissage. Parce que le problème, c'est que si tu te juges et si tu te comment dire, tu es en colère après toi, ça veut dire que effectivement, tu es en train de te juger. Donc là, ça sert à rien de te dire, bon, je vais examiner ce qui s'est passé, je vais vraiment regarder avec le plus d'objectivité possible, de voir ce qui s'est passé et voir quelle réponse je peux donner à cette situation, une réponse très différente. Ce qui fait que la fois d'après, tu seras très différent. Tu auras une réponse tout à fait différente. Et c'est comme ça que tu vas vraiment accepter et gérer ton stress. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à parler en public et à être tout à fait à l'aise, même avec un grand public. Voilà, les dernières questions. Christine, j'en suis au cycle 3, exercice 8. J'ai effectué les cycles 1 et 2 sans utiliser le support, mais je n'arrive pas
je n'arrive pas à ne pas l'utiliser pour le cycle 3. Comment faire pour pratiquer au mieux? C'est pas grave, tu peux l'utiliser, puis après tu reviens dessus, puis après tu le referas. Une fois que tu as intégré les exercices, tu n'auras plus trop besoin du support. Voilà, bon, on arrive Beaucoup à de la fin. questions effectivement sur comment, sur les adresses en fait de médecins chinois. Alors ça, je ne peux pas les donner ici, on vous les Ouais. donnera. En Suisse, il y en a un effectivement, donc on va vous répondre. Ouais. Vous envoyez un email pour ceux qui sont intéressés. Ouais, puis on vous envoyez-nous enverra un email en précisant. Moi, je connais que ceux-là. Hein. J'en ai pas d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas. On a donc, je répète, une adresse en Alsace, une adresse à Paris et une adresse à Lausanne, Suisse. près de Lausanne. Voilà, je cherchais la ville, près de Lausanne. Et en fait, on a 2 adresses en Alsace. Donc voilà. Donc, bon, petite question, Abdel, pourriez-vous me confirmer qu'au deuxième cycle, exercice 2, il faut écouter l'enregistrement pendant une semaine? Je ne Oui, vois pas sinon comment faire. oui, non, c'est impossible. Mais dans le cycle 2, pour répondre, vous avez des exercices. Vous ne pouvez pas vous passer de l'enregistrement, vous en avez besoin. C'est pas possible autrement, parce il faut pouvoir vous imprégner de ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Et puis, donc, petite question aussi, je suis au niveau 3, c'est Arnaud, je suis au niveau 3 et quand je médite en me faisant attention à mon souffle, ma respiration se dérègle systématiquement. Avez-vous un conseil? Oui, et je pense que en fait, ça révèle peut-être un peu trop de contrôle. Alors là, c'est pareil, de faire régulièrement des respirations diaphragmatiques. Donc je répète, c'est simple, hein, c'est des exercices abdominaux, des respirations abdominales, de respirer profondément, et puis petit à petit, vraiment d'aller vers une observation vraiment tranquille du souffle. Voilà, on va arrêter là, il commence à se faire tard, et puis Il y a eu des questions concernant le replay pour ceux. pour le replay, Oui. bah, de toute façon on a enregistré, Non. tout est enregistré. Ça a coupé. D'accord, bon, bah, Par ça a contre, on coupé. peut retrouver le replay sur le groupe. Ah bah de toute façon, il sera sur le groupe, oui, Voilà. tout à fait. Donc c'est enregistré automatiquement. Voilà, Parfait. Ben, on vous souhaite une très belle soirée. très belle Merci d'avoir soirée, été présent et à très bientôt. à très bientôt, au revoir.